Selon la Bible, le roi Salomon, fils de David, a régné sur Israël il y a 3000 ans. Il était renommé pour sa sagesse, ses femmes et sa fabuleuse richesse. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, tant en richesse qu'en sagesse. Et lorsque la riche, puissante et exotique reine de Saba a rendu visite à Salomon, elle lui a apporté des présents de la mystique Ophir. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates et de l'or en très grande quantité. Mais où se situait Ophir? D'où venait tout cet or? Existait-il seulement? Des milliers d'années durant, Grecs de l'Antiquité, aventuriers de la Renaissance, explorateurs de l'ère victorienne et scientifiques du monde moderne, cherchent la source de l'or de Salomon. Un endroit mystérieux devient célèbre sous l'appellation « les mines du roi Salomon ». Voici l'histoire d'un homme qui a vraiment cru les avoir localisés. Il a bien trouvé quelque chose, mais pas ce qu'il espérait. Karl Mohr, l'explorateur à jamais lié à la découverte des mines du roi Salomon, est un homme d'origine humble. Mohr est né en 1837 à Stettin, une petite ville d'Allemagne. Son père était un charpentier qui s'est par la suite engagé dans l'armée. Il avait 3 frères et sœurs. La famille n'était pas très aisée et on pourrait même dire qu'elle était pauvre. Mais dans son enfance, il reçoit un cadeau qui va changer sa vie à jamais. Pour son 10e anniversaire, on lui offre un atlas du monde dont la carte d'Afrique ne comporte quasiment que du vide. Et ça l'a vraiment inspiré pour devenir explorateur, pour combler les manques de la carte d'Afrique. Tout d'abord, l'intérêt de Mohr n'a rien à voir avec le roi Salomon. Il est attiré par le mystère de l'Afrique et l'opportunité que ce continent représente pour un garçon ambitieux. L'Afrique était une bonne destination pour les explorateurs, car elle était encore mal connue des Européens, et elle offrait donc des opportunités d'héroïsme et d'aventure. Alors que Mohr grandit, son obsession de l'Afrique ne s'altère pas. À cette époque, il lisait avidement presque tous les livres ayant trait à la géographie de l'Afrique publiés depuis le XVIe siècle, et en particulier les récits des premiers explorateurs portugais. Et une histoire lui saute aux yeux. En 1531, Vicente Pegado, capitaine d'une garnison portugaise de la côte sud d'Afrique, a écrit: À proximité des mines d'or de l'intérieur, entre le Limpopo et le Zambèze, il existe une forteresse de pierre d'une taille extraordinaire, sans qu'il semble que du mortier ait été utilisé. Pegado et les explorateurs portugais sont convaincus que cette forteresse est le palais de la reine de Saba et que les mines d'or sont la source de la richesse du roi Salomon. La Bible nous dit que le roi Salomon était le fils du grand roi David, qui a abattu le guerrier philistin géant Goliath. Et comment Salomon est devenu célèbre pour sa sagesse, ses femmes et sa fabuleuse richesse. Mais la Bible décrit aussi la grande rencontre de Salomon avec la reine de Saba, qui lui a apporté des tonnes d'or et d'épices de son pays. Elle est arrivée à Jérusalem avec une caravane de chameaux chargés d'épices et autres objets précieux en guise de présent pour Salomon. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donna au roi Salomon. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Mais en réalité, il n'y a pas le moindre début de preuve attestant de l'existence de Salomon ou de la reine de Saba, ou prouvant la véracité de cette histoire en totalité ou en partie.
Aussi loin que nous puissions remonter, les lecteurs de la Bible ont toujours été fascinés par la question de la source de la richesse du roi Salomon. Au 1er siècle, par exemple, l'historien juif Joséphus présumait que cette richesse venait d'Inde. Et depuis, des interprètes s'efforcent de relier les indices figurant dans la Bible pour en déterminer le lieu précis. La Bible dévoile des indices fascinants sur la source de la richesse de Salomon. Elle nous dit par exemple que Salomon devait dépêcher des navires afin de récupérer cette richesse. Certains vaisseaux se rendaient dans un endroit appelé Ophir. On parle également d'un endroit appelé Tarsis. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Personne ne connaît exactement la signification des termes Ophir et Tarsis. Ophir est souvent associé à l'or. Pour Tarsis, certains érudits pensent qu'il désigne une sorte de navire conçu pour les voyages au long cours. La localisation de ces endroits est inconnue. Mais Maor découvre un indice important. Vicente Pegado, le capitaine portugais qui a décrit la forteresse d'une taille extraordinaire, était basé à Sofala, sur la côte sud de l'Afrique. Les Européens qui cherchaient les richesses de Salomon n'avaient pas l'habitude de lire la Bible en hébreu. Ils lisaient plutôt sa traduction grecque ou latine. Dans la traduction grecque de la Bible, il y a un S au début du mot Ophir, qui s'écrit donc Sophir. Alors quand les Portugais sont arrivés sur la côte d'Afrique, dans une ville portuaire du nom de Sofala, ils ont fait une connexion linguistique entre le nom de cette ville et le terme grec biblique pour Ophir ou Sophir. Ils y ont vu une preuve qu'ils avaient trouvé la source des richesses du roi Salomon. Alors, Sofala pourrait-elle être Ophir? Maor se met à chercher davantage de preuves. Et ce sont encore une fois les récits portugais qui lui fournissent d'autres indices. Un marin portugais nommé Thomas Lopez est arrivé au port de Sofala, dans le sud de l'Afrique, en 1502. Et là, il a été accueilli par des musulmans qui lui ont parlé de récits locaux décrivant quelque chose de très curieux. Il décrivait comment des navires appartenant à Salomon arrivaient une fois tous les 3 ans et extrayaient d'une ville proche une incroyable quantité d'or. Et ils s'en allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir. Et ils prirent de là 450 talents d'or et les apportèrent au roi Salomon. Ils ont le bon nom, Sofala et Ophir, et ils semblent avoir trouvé l'or. Alors si les Portugais ont vu juste, ils ont fait l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Maor est certain d'avoir percé le mystère. La source de richesse du roi Salomon se situe dans le sud de l'Afrique et il est bien décidé à la trouver. Mais il se rend compte qu'il manque cruellement de qualifications. Alors il consacre entièrement les 11 années suivantes de sa vie à sa préparation pour cette expédition africaine. Chaque jour, il se prépare à la fois mentalement et physiquement pour le moment où il réalisera son rêve. Maor était toujours bon à l'école. Il aimait les sciences naturelles et il aurait aimé aller à l'université. Mais ses parents n'en avaient pas les moyens. Pour financer son périple, il suit une formation de professeur et devient précepteur en Autriche. Il devait vraiment être déterminé à partir pour l'Afrique. Durant toutes ces années, il n'avait aucun soutien, pas d'argent, mais il a poursuivi son projet. Il apprend tout seul l'anglais, le français et l'arabe. Il a essayé d'acquérir des connaissances approfondies en lisant des ouvrages et des magazines spécialisés comme la revue géographique de Petermann. Il consacre son temps libre à l'étude du latin, de la médecine et de l'astronomie. Il a visité le jardin botanique et le muséum d'histoire naturelle de la ville de Graz, en Autriche, où il exerçait à l'époque comme précepteur. Là, il acquiert quelques notions de botanique, de géologie et d'histoire naturelle. Il a composé ses propres collections de minéraux et d'insectes. En 1863, Maor est convaincu qu'il est prêt. Il écrit donc à August Petermann, l'éditeur d'une revue géographique fort respectée d'Allemagne. Il cherche à trouver un investisseur pour financer son expédition.
Je pense que sur le plan intellectuel et au vu de mes modestes moyens, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais le corps aussi doit être préparé à pareille entreprise. En marchant 10 km minimum chaque jour, en toute saison et sur divers types de sols, souvent sans manger ni boire, jusqu'à ce que je revienne à mon point de départ, et en portant toujours les mêmes vêtements chauds, j'ai essayé d'endurcir mon corps. En outre, je n'ai négligé ni gymnastique, ni pratique du tir. Je suis grand, de belle stature et en parfaite santé. Considérant tout cela, je pense être apte à me lancer dans une expédition pour votre revue. Maur reçoit une réponse immédiate de l'éditeur du magazine. La réponse de Peterman était négative et plutôt décourageante. Il a expliqué à Maur combien une telle expédition serait difficile et éprouvante. Mais il lui a proposé, si Maur partait quand même en Afrique, d'envisager de publier ses lettres ou ses récits de voyage. Malgré le refus de Peterman, à l'âge de 26 ans, et après 11 ans de préparation, Maur est paré au départ. Mais il a décidé de passer quelques mois à Londres pour faire des recherches avant de partir pour le sud de l'Afrique. Et au terme de cette période, il n'avait plus d'argent. Il travaille comme matelot de pont sur un navire à vapeur pour se faire un peu d'argent, avant d'arriver à Durban, en Afrique du Sud, en 1865. Sa quête peut alors commencer. Équipé du strict minimum, une petite boussole de poche, un couteau de chasse, une couverture, de quoi dessiner et un pistolet, Maur se lance dans l'exploration du sud de l'Afrique, à la recherche d'Ophir en juin 1865. J'ai essayé de m'acclimater en avançant d'un bon pas à travers le pays, sans craindre d'errer en terre inconnue pendant 2 ou 3 jours sans manger, voire de faire une rencontre déplaisante avec des grands carnivores. Mais rapidement, il rencontre des problèmes. Ses périples n'ont pas été de tout repos. Il a enduré beaucoup de souffrances. Il a même failli mourir de faim. Cela faisait 5 jours que je n'avais pas mangé, et on peut comprendre que je voyais l'avenir d'un mauvais œil. Même les petits oiseaux semblent me fuir, alors que je suis encore à des kilomètres. Ni faisan, ni perdreau en vue. Et 1 heure d'effort à essayer de prendre du poisson n'a rien donné. La faim, la soif, la fatigue, une douleur presque insupportable au genou. J'avais encore 40 km à marcher. La déveine a fait que je n'ai même pas eu la chance de tirer un gibier. Et je n'ai donc rien eu à manger. Désespéré, il envoie une lettre par messager à Auguste Peterman, l'éditeur de la revue géographique allemande, afin qu'il soutienne son expédition africaine. Cette fois, la chance lui sourit. Peterman en appelle à ses lecteurs pour financer Maur. Nous pensons qu'il faut l'aider. Il est le seul explorateur capable dans tout le sud de l'Afrique en ce moment. Cela serait un devoir à la fois patriotique et scientifique que d'aider M. Maur et de ne pas le laisser sans ressources dans ces contrées lointaines. L'appel de Peterman dans sa revue pour soutenir Maur a porté ses fruits. Plusieurs lecteurs ont donné de petites sommes.
Comme il n'avait pas d'argent, ses dons lui ont vraiment servi. Mais comparé à d'autres explorateurs, ça restait une somme modique. Néanmoins, ces dons permettent à Maur de poursuivre son exploration du sud de l'Afrique durant les 8 années suivantes. Au bout de 2 ans de périple, Maur arrive dans la région de Tati, située à la frontière du Botswana et du Zimbabwe. Grâce à l'aide du célèbre chasseur britannique Henry Hartley, Maur fait sa première découverte significative. Le 27 juillet 1867, Hartley m'a raconté qu'en suivant un éléphant blessé, il a vu plusieurs fosses creusées dans du quartz. Je me suis rendu sur le site, lequel m'est apparu comme étant une fonderie. En examinant des roches récentes, je trouvais de l'or. Fou de joie, je me suis rué au camp rapporter la bonne nouvelle. Quand Maur a découvert le premier terrain aurifère, il était vraiment enchanté d'avoir fait une trouvaille de cette importance. Le lendemain, Maur découvre un autre terrain aurifère. Pourrait-il s'agir des mines du roi Salomon ? La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la région, déclenchant l'une des toutes premières ruées vers l'or d'Afrique. Alors que sa grande découverte fait les gros titres des journaux, la revue géographique allemande pense que Maur a trouvé quelque chose de bien plus important. À propos des terrains aurifères découverts par Maur, il n'est pas improbable qu'ils correspondent à l'Ophir biblique et au lieu dont Salomon tirait l'or, faisant sa richesse. Mais si trouver des mines d'or est encourageant, Maur pense que pour être sûr qu'il est bien au pays d'Ophir, il doit trouver la cité digne de la grande reine de Saba. L'année où Maur découvre les terrains aurifères de Tati, il entend des rumeurs parlant d'une cité abandonnée, aux hautes murailles de pierre décrites par les autochtones comme d'extraordinaires constructions. Maur apprend que cette cité se situe dans la région montagneuse comprise entre les 2 plus grands fleuves du sud de l'Afrique, le Zambèze et le Limpopo. En mai 1871, il écrit avec assurance à la revue géographique de son pays pour dire qu'il souhaite dédier sa prochaine expédition au peuple allemand récemment réuni. Ce sera mon plus grand devoir dans ma profession que de glorifier le nom de la nation allemande. J'espère que mon prochain voyage m'apportera une telle opportunité. La découverte des ruines d'Ophir serait une chose que d'autres nations nous envieraient. Durant les 3 années qui suivent, Maur cherche les ruines. Il chasse des éléphants et des lapins pour se nourrir. Il souffre d'inanition et d'épuisement. Il a tenté de trouver les ruines pendant longtemps. Il a souvent échoué et a dû revenir dans des campements européens. Maur survit à des rapines et tente de gagner la confiance des tribus locales. Durant ses voyages, il a dû faire alliance avec des chefs de tribus. Il craignait les indigènes. Il pensait qu'ils pourraient même le tuer. Une fois, il a même été fait prisonnier dans le Matabeleland, jusqu'à ce qu'il arrive à un arrangement pour sa libération. Mais finalement, des hommes de la tribu locale des Kalanga le conduisent devant la magnifique cité de pierre.
le 5 septembre 1871, j'ai eu la chance d'être le premier blanc à voir cette cité. Les ruines forment une puissante forteresse qui se divise en deux parties. La première se dresse sur une montagne aux gros rochers haute de 120 mètres. Elle est séparée par une petite vallée de la seconde, qui se trouve sur une petite hauteur. More n'en croyait pas ses yeux. On n'avait jamais rien vu de la sorte au sud de l'équateur et ça n'aurait pas dû se trouver là. Il est persuadé qu'il a enfin découvert les ruines du palais de la reine de Saba. Mais comment peut-il en être sûr? Maor se met à examiner la structure des ruines et découvre que les murs sont bâtis avec des moellons de pierre sans mortier. Cela correspond exactement à la description du XVIe siècle de Vicente Pegado qu'il a lu dans son adolescence. À proximité des mines d'or de l'intérieur, entre le Limpopo et le Zambèze, il existe une forteresse de pierre d'une taille extraordinaire, sans qu'il semble que du mortier ait été utilisé. L'étape suivante consiste à savoir qui a bâti cette forteresse. Il ne pouvait pas croire qu'une telle structure puisse avoir été érigée par une peuplade africaine. L'avis de Maor est soutenu par les indigènes des tribus locales. J'ai appris par des autochtones que leurs tribus ne vivent ici que depuis 40 ans et que la région n'était pas habitée avant leur arrivée. Ils sont tous absolument convaincus que des Blancs ont jadis habité la région, car on trouve encore maintenant des vestiges d'habitation et d'outils qui n'auraient pas pu être conçus par des Noirs. Alors si le palais a été bâti par des Blancs, d'où venait-il? Maor se tourne vers la Bible pour trouver des indices. Il n'y a aucune description d'Ophir dans la Bible, mais il y a une description de l'édification du temple légendaire du roi Salomon. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondations de la maison. Alors qu'il observait les structures formant le monument du Grand Zimbabwe, il a remarqué la ressemblance avec le temple de Salomon tel qu'il est décrit dans la Bible et avec d'autres édifices que les archéologues commençaient seulement à découvrir. Selon Maor, il est possible que le palais ait été construit par un ancien peuple, les Phéniciens. Dans les années 1850 et 1860, les archéologues commencent à mettre au jour des comptoirs jadis établis autour de la Méditerranée par les Phéniciens et aussi des sites dans leur pays de Phénicie, qui est de nos jours le Liban. Et ça a révélé aux Européens cette grande civilisation complexe et fort brillante, antérieure aux Grecs et aux Romains, qui s'était étendue autour de la Méditerranée et qui a eu un impact culturel allant du Moyen-Orient au nord de l'Afrique. Ça a vraiment inspiré l'imagination de bien des Européens, qui ont commencé à croire que les Phéniciens étaient capables de voyager sur de longues distances. Les Phéniciens bâtissaient leur édifice sans mortier. Et il n'y a pas de mortier sur ce site. Mais cela ne prouve rien. Quel autre indice pourrait relier ce site aux Phéniciens? Là encore, la Bible propose une réponse. Elle dit clairement que le cèdre était un élément d'importance à l'époque. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes. Le cèdre était un bois recherché qui provenait de l'actuel Liban. L'endroit évident pour trouver du bois est là où il soutient la structure de pierre. Maor n'avait ni le matériel ni la main-d'œuvre nécessaire à l'étude approfondie du site, mais il a pris quelques échantillons de bois.
J'ai coupé quelques bouts de bois sur la poutre de la porte nord. Le bois semble toujours sain, d'une teinte rougeâtre. En le comparant avec le bois de mon crayon, j'ai vu une grande similitude. Et par conséquent, je suppose, avec l'appui d'autres hypothèses, qu'il doit s'agir de cèdre. Convaincu que l'on ne trouve pas de cèdre le long du cours inférieur du Zambèze, Maor est sûr qu'il a été apporté depuis le Liban par les bâtisseurs phéniciens de Salomon, comme il est dit dans la Bible. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Soudain, tout devient clair dans l'esprit de Maor. Voici une cité qu'aucune peuplade africaine n'a pu construire. Elle a été érigée par les Phéniciens dans le même style que le temple de Salomon à Jérusalem. Les Phéniciens bâtissaient avec des pierres et sans mortier. Ils faisaient venir du bois du Liban pour les poutres porteuses. Et le nom local de Sofala est Sophir, comme Ophir dans la Bible. Et pour couronner le tout, Maor a également découvert 2 mines d'or, la source de la richesse de Salomon. Il semble qu'il n'est pas loin du but. Je ne pense pas me tromper quand je suppose que les ruines sur cette montagne sont une imitation du temple salomonique du mont Moria. Les ruines dans la plaine, une copie du palais dans lequel la reine de Saba résidait lors de sa visite au roi Salomon. De plus, elles sont tout à fait conformes aux constructions bien connues des Phéniciens. Les autochtones et les Arabes auraient bâti différemment. Même le fait que je ne trouve nulle part de traces d'inscription semble pour moi conforter la justesse de mon opinion. Car nous n'avons jamais lu quelque part que le temple de Salomon s'ornait d'une quelconque inscription. Je crois qu'Ophir est l'actuel Sofala ou Sofara, le nom qu'on lui donne en ces terres. Pour Maor, il n'y a aucun doute. Ophir ne se trouve pas au Moyen-Orient. Elle a toujours été située dans le sud de l'Afrique. Soutenant Maor de longue date, Auguste Petermann, qui attend toujours davantage de détails de la part de l'explorateur, publie rapidement un article sur sa grande découverte. Nous savons déjà, grâce aux articles des journaux, que le 5 septembre 1871, Karl Maor a découvert des ruines extraordinaires dans la région montagneuse située entre le Limpopo et le Zambèze, à environ 65 km vers l'intérieur des terres de Sofala, cité mentionnée dans les rapports d'anciens Portugais et qui serait liée aux expéditions du roi Salomon à Ophir dans l'Antiquité. La grande découverte de Maor a un impact considérable dans le monde entier. Elle inspire en particulier le grand romancier britannique Rider Haggard pour son célèbre roman « Les mines du roi Salomon ». Les mines du roi Salomon de Rider Haggard est le roman d'aventure qui a connu le plus grand succès au XIXe siècle. Haggard raconte la quête d'un homme au cœur de l'Afrique qui cherche les légendaires mines du roi Salomon. Et il a poursuivi en me racontant comment il avait trouvé loin dans les terres les ruines d'une cité qu'il pensait être la biblique Ophir. Et soudain il me dit « Petit, as-tu jamais entendu parler des montagnes de Sulaïman au nord-ouest du pays des Machoukoulombe ?»« Non, jamais. Eh bien, m'a-t-il dit, c'est là que se trouvent les mines du roi Salomon. » Du jour au lendemain, le titre du roman « Les mines du roi Salomon », une expression que jamais personne n'a prononcée, entre dans la légende populaire. Ce roman a connu un grand succès en Europe. Il a suscité la curiosité et motivé de soi-disant explorateurs à se rendre en Afrique à la recherche de l'or et des richesses qu'ils pensaient y trouver. Rider Haggard devient l'un des plus riches et plus célèbres romanciers de tous les temps, grâce à la découverte de Maor.
Toutefois, la seule personne qui n'en tirera pas bénéfice est Maor lui-même. Lorsque Maor est rentré en Allemagne, il espérait être récompensé par un poste au Muséum d'histoire naturelle. Mais je pense que son manque de diplôme, et peut-être même sa personnalité, étaient des aspects qui n'ont pas joué en sa faveur. Pauvre et malade, Maor est contraint de travailler dans une usine de ciment. Il souffrait d'une terrible dépression. Il avait une maladie du foie, résultat de ses périples africains. Son corps était sans cesse tenaillé par la douleur. Et son voisin a dit qu'il était souvent ivre parce que ses médicaments ne faisaient plus effet. Alors il buvait de l'alcool au lieu de les prendre. Il a passé ses derniers jours dans une chambre d'hôtel au-dessus d'une station ferroviaire près de Stuttgart. Il était au 3e étage, il dormait dans un fauteuil près de la fenêtre ouverte et une nuit, il est tombé par la fenêtre. Son voisin l'a trouvé au petit matin et l'a conduit à l'hôpital de Stuttgart. Il avait une fracture de la colonne vertébrale et il était paralysé des 2 jambes. Âgé de 37 ans, Karl Maor décède à l'hôpital quelques jours plus tard, le 4 avril 1875. Nul ne sait s'il s'agissait d'un accident ou s'il s'est donné la mort. Après sa mort, il tombe rapidement dans l'oubli. Ses écrits restent largement ignorés de la communauté académique. Les découvertes de Maor sont restées quasiment ignorées à l'époque. Elles ont fait l'objet d'une simple publication de 52 pages dans la revue d'Auguste Petermann. Et si on ne lisait pas l'allemand, on ne pouvait pas les connaître. Ce n'est qu'en 1960 que ces récits de voyage ont été publiés en totalité. Mais au moins, grâce à Maor, les mines du roi Salomon semblent avoir été découvertes. Et des années durant, les gens pensent que les ruines du sud de l'Afrique sont le bon site. Mais au début du XXe siècle, même cet héritage est controversé. Désormais, émerge une nouvelle génération d'explorateurs. Ils sont très différents. Fini le temps de la romance et de la littéralité biblique, voici venue l'époque de l'archéologie et de la science. L'archéologie biblique a vraiment débuté au milieu du XIXe siècle, quand c'était surtout des théologiens et des religieux qui allaient chercher confirmation des personnages, des lieux et des événements cités dans la Bible. Au fil du temps, ces premiers géographes et théologiens ont été remplacés par des archéologues professionnels. L'un de ces nouveaux professionnels est le Britannique de naissance David Randall McIver, célèbre pour son approche scientifique de l'archéologie. En 1905, 3000 ans après le règne du roi Salomon, Randall McIver procède à 7 examens minutieux de l'Ophir de Karl Maor. Il commence par dater les édifices, en examinant les débris de poterie enfouis dans le sol. Et McIver arrive rapidement à la conclusion suivante. Ils sont sans conteste africains dans le moindre détail et remontent à une époque qui, selon les importations étrangères, est en général médiévale. Autrement dit, une base essentielle de la théorie de Maor sur Ophir est erronée. David Randall McIver a été le premier à déterminer une date médiévale, et la datation est très importante dans la thèse des origines étrangères énoncée par Karl Maor, ainsi que son interprétation biblique, qui reposait sur le fait que le Grand Zimbabwe soit plus vieux qu'il ne l'est en réalité de plusieurs milliers d'années. Le Grand Zimbabwe n'a pas été bâti par une ancienne civilisation blanche disparue, comme il est coutume de le penser. Mais il est d'origine purement africaine et date environ du XIVe siècle. Une deuxième affirmation de Maor est également remise en cause.
Il était persuadé que ces édifices avaient été bâtis par les Phéniciens avec des pierres et du bois apportés du Liban. Randall McIver étudie cette interprétation et la rejette, car aucune preuve ne l'atteste. Il a dit, regardez, tout ce que j'ai trouvé ici est identique à ce qu'il y a en Afrique, les matériaux, les vestiges, etc. Il a simplement dit, cela signifie clairement que ces édifices doivent être africains et il n'y a aucune strate inférieure. Le style des bâtiments ne révèle aucune influence étrangère. Toutes les caractéristiques des architectures orientales et européennes sont totalement absentes. Sur les traces de Randall McIver, la formidable archéologue britannique Gertrude Keaton-Thompson conduit en 1929 la première fouille des ruines par une équipe entièrement composée de femmes. Elle ébranle encore plus la théorie de Maurer sur Ophir. Gertrude Keaton-Thompson a été envoyée par l'association britannique afin d'apporter une réponse finale. Keaton-Thompson effectue des fouilles plus importantes que quiconque avant elle. Elle creuse 6 tranchées autour des édifices principaux, cherche dans des endroits délaissés par ses prédécesseurs. Lorsqu'elle finit de dater le site, elle déclare: L'examen de toutes les preuves existantes provenant de tous les coins et recoins du site ne livre pas la moindre pièce qui contredise l'affirmation d'une date médiévale. Si par indigène nous entendons d'origine du pays sur lequel elle se dresse, alors ces ruines sont, à mon avis, indigènes au sens littéral du terme. Au premier temps de l'archéologie, des affirmations venant d'amateurs, d'explorateurs, pouvaient tenir des décennies avant que quelqu'un arrive, les teste et les confirme ou les infirme. Alors il a fallu 30 ou 40 ans avant que des archéologues ne procèdent à des fouilles et disent « Oui, c'est lié aux mines du roi Salomon ou ça ne l'est pas ». Et dans le cas de cette cité, la réponse est non. Cette affirmation est fausse. Alors, tout ce que Maurer a affirmé sur ces ruines était faux. Même concernant le bout de bois qu'il a découpé sur une poutre porteuse. Il ne s'agissait pas de cèdre du Liban, mais d'une essence locale, le bois de santal. Les techniques scientifiques de Maurer étaient bien plus primitives que celles en vigueur de nos jours. Par exemple, pour identifier le bois utilisé dans la construction du monument du Grand Zimbabwe, il n'a pas eu recours à une analyse chimique élaborée. Il a simplement observé le bois et il l'a comparé à celui de son propre crayon. Et bien sûr, un autre facteur entre en jeu. Maurer était issu de la société victorienne, qui avait une vision très différente de l'Afrique noire. Maurer était convaincu que le monument du Grand Zimbabwe devait avoir été construit par des Blancs. Et l'idée qu'il puisse l'avoir été par des Africains ne lui a pas effleuré l'esprit. Ce qui s'accorde avec la vision européenne de l'Afrique à l'époque. Une population naturaliste, indigène, un peuple non civilisé dépourvu d'histoire et de culture. Alors, penser que le Grand Zimbabwe aurait pu être construit par une peuplade africaine aurait été en contradiction avec cette idée fermement ancrée. Cela signifie-t-il donc que la quête de Karl Maurer s'est avérée vaine? D'une curieuse manière, non. Car même si ses conclusions étaient ridicules, sa découverte de l'ancienne cité en 1871 se révèle l'une des plus importantes découvertes archéologiques de toute l'Afrique. Appelé aujourd'hui Monument national du Grand Zimbabwe ou Grande Maison de Pierre, ces ruines anciennes constituent l'un des monuments nationaux les plus précieux d'Afrique et sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Grand Zimbabwe est représentatif du remarquable savoir-faire africain de la période médiévale. Les preuves archéologiques suggèrent que le monument du Grand Zimbabwe a été bâti entre le XIIe et le XVe siècle par les ancêtres du peuple Shona, qui s'était établi dans la région il y a environ 1000 ans et demeurent encore au Zimbabwe de nos jours. D'un point de vue politique et commercial, ce petit village de paysans est devenu un royaume prospère entre 1150 et 1450. Sa population dépassait les 10 000 habitants. Son développement et son essor étaient basés sur l'agriculture, surtout l'élevage de bétail. Et le commerce florissant d'or et d'ivoire rayonnait jusqu'en Arabie et en Chine.
On a retrouvé des poteries de l'époque Ming sur ce site, des poteries arabes, des perles d'Inde, etc. Alors cette cité faisait partie d'un vaste réseau de commerce. Et pour avoir une telle position commerciale et être capable de construire une cité aussi grande, aussi sophistiquée, il fallait avoir la faculté de maîtriser toutes sortes de ressources agricoles. Personne ne sait au juste pourquoi le Grand Zimbabwe a connu le déclin et a été abandonné au XVe siècle. Mais certains supposent que cela est dû à l'effondrement du commerce, à l'instabilité politique et à la famine. À présent, le monde entier peut reconnaître que le monument du Grand Zimbabwe est un site fantastique, une réalisation extraordinaire, une merveille de structure, une construction magnifique. Mais il est également représentatif de l'existence d'une culture africaine sophistiquée. L'importance de ce monument est certainement résumée par le fait qu'il a donné son nom au pays. Il n'y a pas beaucoup de pays qui tirent leur nom d'un site archéologique, et c'est amplement mérité. Si Karl Maurer avait compris cela à l'époque de sa découverte en 1871, il aurait vraiment pu changer la façon dont le monde percevait alors la civilisation africaine. Mais bien sûr, une autre question se pose. Tout cela signifie-t-il que l'histoire des mines du roi Salomon n'est qu'une légende dénuée du moindre fondement historique? En réalité, la Bible ne mentionne pas les mines du roi Salomon. Elle parle de la richesse du roi Salomon, en plus de sa sagesse et de ses femmes. Mais elle ne dit pas d'où provient cette richesse. C'est l'œuvre de l'imagination de Rider Haggard dans son roman Les mines du roi Salomon. Et en tant qu'archéologue, nous ne pouvons laisser un roman écrit il y a plus d'un siècle nous dire quoi chercher. Un siècle après la mort de Maurer, aucune découverte ne vient attester de la réalité de l'existence du roi Salomon ou de sa grande richesse. Mais récemment, des archéologues aux moyens scientifiques modernes ont commencé à découvrir des preuves. Et l'une des découvertes les plus grisantes de notre époque est la preuve de l'existence du père de Salomon, le roi David. Au début des années 1990, une inscription a été découverte dans un site du nord d'Israël, Tel Dan. C'est une inscription ancienne qui date du milieu du 9e siècle avant Jésus-Christ. La stèle porte les mots « Beth David », qui sont identiques aux termes hébreux et araméens pour dire « maison de David ». Et nombre d'archéologues pensent que ces mots sont une authentique référence à la Bible. Il est écrit qu'un roi de la maison de David a fait ceci ou cela. Beth David, la maison de David. C'est la première mention de David ou de la maison de David jamais découverte. Si nous avions discuté disons même à la fin des années 1980, j'aurais dit qu'il n'y a aucune preuve de l'existence de David ou Salomon en dehors de leur mention dans la Bible. Quand l'inscription de la stèle de Tel Dan a été découverte, elle a mis un terme à ce débat. Il est clair que David a vraiment existé. Et je pense que très prochainement, nous allons trouver une preuve attestant du règne du roi Salomon. Et cette attente ne sera peut-être pas trop longue. Dans une région aride de la Jordanie, au sud de la mer Morte, des archéologues pensent avoir découvert des mines remontant à l'époque du roi Salomon, en 1000 avant Jésus-Christ. Nous avons trouvé des centaines d'anciennes mines, des sites de production de métal, et nous avons décidé, en nous basant sur les vestiges en surface, de commencer à faire une excavation intensive sur l'un des sites, Kirbat en-Nahas, qui en arabe signifie « les ruines de cuivre ». À supposer que le roi Salomon ait possédé des mines, nous devons nous demander de quel genre de mines il s'agissait. De mines d'or? De mines de cuivre?
Je prétendrais que c'était plus probablement des mines de cuivre et que Salomon tirait sa richesse du commerce du cuivre. Le cuivre ne vaut sans doute pas l'or, mais à l'âge du bronze, c'était un élément primordial pour fabriquer des outils et des armes. Il avait donc une énorme valeur. Nous avons découvert qu'il y a eu, à Khirbat el-Nahas, 2 siècles de production de cuivre à l'échelle industrielle. C'était au 9e et au 10e siècle avant Jésus-Christ. C'est l'époque de Salomon. Alors certains se demandent s'il s'agit là des mines du roi Salomon. Nous n'avons pas trouvé les mines du roi Salomon, mais je pense que nos trouvailles remettent sur la table la question des mines de Salomon, ou disons du royaume de Salomon et de son étendue. Jusqu'à présent, Grecs de l'Antiquité, aventuriers de la Renaissance et explorateurs de l'ère victorienne ont tous tenté en vain de découvrir les mines du roi Salomon. Aujourd'hui, les recherches se poursuivent. Et peut-être que les archéologues découvriront en Jordanie la source de la grande richesse de Salomon. Seul le temps nous le dira. Mais bien sûr, si cela se produit, rien jusque-là ne suggère que cette richesse a un quelconque rapport avec une certaine reine de Saba. La preuve de son existence reste complètement chimérique.